Le bilan politique de la RDC est vraiment mitigé, pour ne pas dire litigieux. Nous observons bien sûr à un bilan quantitatif plutôt qu'à un bilan qualitatif. Or, c'est le bilan qualitatif qui pourrait bien donner de l'essor à ce grand pays qui a une vocation non seulement africaine, mais une vocation internationale. Donc je dis, le bilan quantitatif ne répond pas aux attentes de la population après l'indépendance. Donc nous voyons qu'il y a un grand nombre de politiciens, mais dont le bilan, le rendement ne permet pas qu'à ce que la République démocratique du Congo décolle. Nous nous souviendrons avec vous que, pour des générations qui lisent l'histoire, qu'avant 1960, la République démocratique du Congo était sur un échiquier avancé par rapport à un pays comme l'Afrique du Sud, par rapport au Canada. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons très loin, pour ne pas dire quatrième pays le plus pauvre du monde, très loin de l'échiquier où nous étions avant 1960. Alors qu'en 1960, nous comptions au bout des doigts quelques politiciens, donc Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Tshombe, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons une panoplie de politiciens dont le rendement ne nous permet même pas à décoller. Nous manquons même des routes, des dessertes agricoles, nous manquons de l'eau, nous manquons de l'électricité. Et la jeunesse n'a pas d'emploi, le chômage est criant. Alors, c'est tout l'échiquier là. La politique influe négativement sur l'évolution, n'est-ce pas, le développement de la République démocratique du Congo, au point de mettre à mal même la notion du développement durable. Nous nous demandons quelle serait la génération future. Si vous prenez sur le plan économique, par exemple, parce que ce sont des politiciens qui signent des contrats. Vous signez un contrat de 99 ans. Mais vous, une jeunesse qui a par exemple 35-25 ans, qu'est-ce que cette jeunesse aura à récolter de cette jeunesse? Nous exploitons les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sans tenir compte de la régénération future. Tout ça, nous devons mettre au dos de la quantité de la classe politique. Si les Lumumba avaient accepté le pot de vin, parce que Lumumba lui-même avait souligné qu'on avait sollicité Lumumba pour qu'on arrive à proclamer l'indépendance de la République 30 ans après. Donc nous étions en 1960. Là, il fallait attendre encore 30 ans pour qu'on proclame l'indépendance, parce que les Belges n'étaient pas favorables pour accorder l'indépendance de la RDC. Ni était la bravoure de ces jeunes garçons, parce que Lumumba n'était pas un diplômé. Il n'était pas universitaire. Mais voyez sa bravoure. Comment un jeune garçon s'est investi pour braver, pour défier les corrupteurs au prix même de sa vie. Si la Belgique, la communauté internationale avait comploté de tuer Lumumba, c'est parce que Lumumba n'avait pas accepté la corruption. Aujourd'hui, nous cherchons les autres Lumumba maintenant, avec une torche en RDC. Nous avons tant de diplômes, mais qui ne valent absolument rien. Nous avons tant d'ingénieurs, des juristes, des docteurs. Prenons les cas des différents ministres qu'on est alignés de gouvernement en gouvernement. Il y a même des ministres qui n'ont aucun bilan. Voyez un peu comment la République est en train de se rabaisser. Par rapport à ces bilans de 64 ans d'indépendance, pour nous, nous devons nous mettre sur une table de réflexion. Parce que rien ne marche. C'est une honte. La communauté internationale est toujours derrière nous pour entraver notre indépendance. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour nous, peuple congolais, parce que nous sommes en train de cracher sur le visage de Lumumba. Bien évidemment, après plusieurs années d'indépendance, nous nous rendons compte qu'il y a encore des défis énormes à relever dans notre pays, notamment le défi de sécurité. Nous avons également le
défi du coût d'achat de la population, le social, proprement dit, de la population. Quelques régimes sont passés, mais nous nous sommes rendus compte que la situation est restée presque inachevée. Actuellement, nous avons le président Félix Tshisekedi qui a mentionné d'ailleurs parmi les 6 piliers qu'il a présenté à la nation lors de son investiture le 20 décembre dernier, la volonté de redonner le pouvoir d'achat aux Congolais. Je pense que sur ce point-là, ça doit constituer la volonté extrême de nos gouvernants pour qu'ils améliorent obligatoirement le vécu quotidien de la population congolaise, parce qu'il est inadmissible aujourd'hui, après plusieurs années, au-delà de 50 ans d'indépendance, que dans un grand pays comme le nôtre, qu'on ait encore des difficultés de la vie, qu'on ait cette vie chère. Je pense que nous avons beaucoup de potentialités, beaucoup de terres arables, capables nous-mêmes de les cultiver et de les faire bénéficier à toute la population congolaise. Ça reste un défi énorme parce qu'on ne peut pas prétendre parler d'autres développements lorsque le ventre des Congolais est encore vide. Comme on le dit assez souvent, le ventre est creux, n'a point d'oreille. Donc il faudrait que le gouvernant actuel, en tout cas s'élite comme un seul homme pour donner une solution définitive à la vie sociale des citoyens congolais. Mon premier gouvernement que j'ai vécu, c'est le gouvernement du interparti-État, où l'impérialisme occidental à la fin avait taxé et avait fait avaler aux citoyens congolais que c'était l'époque de la tyrannie, l'époque de la dictature. Et c'est comme ça que, par mégarde, nous avions cru qu'effectivement nous avons vécu la dictature, parce que l'impérialisme occidental voulait nous imposer, nous avait avalé la notion de la démocratie. Or, dans la dictature du impère-parti-État, c'est à cette époque-là que nous avons vécu la proto-nation, où les Congolais étaient unis, ils croyaient en un seul chef, et puis bien qu'il y avait certains dérapages, mais avec l'expérience, nous allons y arriver. C'est le premier régime que nous avons vécu sous l'impère-parti-État, qui à la fin, l'impérialisme occidental nous a fait voir et nous a avalé, et nous avions accepté que nous avons vécu la dictature. Avec le renversement du pouvoir, avec l'avènement de Laurent Désiré Kabila, on nous a parlé de la démocratie. Et à cette époque-là, nous n'avons eu qu'un seul mot quand Laurent Désiré Kabila est venu. C'est l'unique président qui a repoussé à l'éveil national de l'intégrité territoriale de ces pays, de l'évolution de la chose selon la volonté des Occidentaux, où nous devons vivre le pluralisme politique. Et pendant qu'il était en train de montrer les ailes pour que nous soyons totalement indépendants, le même impérialisme occidental qui a poussé à ce que nous puissions vivre de la démocratie a manipulé à l'intérieur avec la complicité du Rwanda. On a tué Laurent Désiré Kabila qui 60 ans ou 40 ans après, on avait eu un imitateur de Lumumba. Or, les politiciens des années 1960, bien que communistes d'une façon générale, l'impérialisme occidental les avait tous zigoués. Et quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, le lent de la démocratie tel qu'il en soumettait, quand il voulait asseoir ça, ils se sont dit qu'il était extrémiste. On l'a tué. On n'a pas vécu le goût de la démocratie avec lui. Et finalement, Joseph Kabila est arrivé. Quand Joseph Kabila est arrivé, il est entré dans ce schéma-là de dire que nous devons vivre la démocratie. 64 ans après, nous voyons que la diplomatie congolaise a été confrontée à beaucoup de défis. D'abord, la RDC, on doit le rappeler, a accédé à son indépendance en pleine guerre froide. Après cette guerre froide, la RDC est tombée, n'est-ce pas, sous les coups du coup d'État,
où il y a eu, n'est-ce pas, le président Mobutu. Mais pendant ces temps, quelques temps de son règne, la diplomatie a semblé apporter des fruits dans la mesure où Mobutu était soutenu par l'Occident et qu'il était, n'est-ce pas, comme vous voulez, si vous voulez, un gendarme de l'Afrique et qu'une offensive diplomatique s'est laissée voir sur la scène internationale. Quelques temps après, c'est Laurent Désiré Kabila qui est arrivé, qui n'a pas fait longtemps, il a été assassiné. Il y a aussi le président Joseph qui était là et aussi après la pacification du pays, il a aussi apporté quelques fruits avec, n'est-ce pas, les relations avec la Belgique et d'autres pays. Mais aussi quelques temps après, il est entré en disgrâce avec ses anciens partenaires et même jusqu'à la fin ou au soir de son règne, les relations étaient tendues entre la RDC et quelques grandes puissances et même quelques pays sous-régionaux. Il y a aussi le président Félix qui est arrivé et qui a fait, n'est-ce pas, le premier mandat avec la volonté de s'ouvrir à d'autres. Il a fait la ronde de 9 pays voisins avec, si vous voulez bien, la politique de bon voisinage, mais qui malheureusement n'a pas apporté des fruits escomptés. Quelques temps après, le Rwanda, l'Ouganda n'ont pas voulu adhérer à sa vision avec les soutiens qu'ils apportent au M23. Eh bien, de manière générale, 64 ans après, la diplomatie congolaise n'a pas apporté peut-être des fruits auxquels on s'attendait par rapport à ce que la RDC a comme potentialité qui pouvait lui permettre de jouer un rôle prépondérant dans les concerts des nations et au niveau régional. Mais nous pensons que aujourd'hui, il est temps que les dirigeants congolais et le peuple congolais ensemble puissent réfléchir d'autres stratégies à mettre en place dans la définition de la politique étrangère qui sera matérialisée bien entendu par la diplomatie afin que aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, avec l'intelligence artificielle, avec autant de défis climatiques, politiques de la gouvernance, eh bien, on a besoin de redéfinir la politique étrangère qui va permettre à ce que la RDC ne s'inscrive pas dans ce qu'on appelle une diplomatie de suiveurs ou dans un suivisme diplomatique, mais plutôt un acteur agissant de la politique étrangère au travers une diplomatie agissante pour apporter des résultats escomptés et au niveau interne et au niveau externe. Comme vous le savez, en relations internationales, il n'y a pas un État puissant extérieur tant que les conditions requises au niveau interne ne sont pas réunies. Et donc, nous pensons que les dirigeants du pays, avec le peuple, l'ensemble de ces structures, vont mettre en place des conditions idoines pour que l'interne puisse donner du ton ou du tonisme à ce qui s'est fait au niveau extérieur. Le 30 juin, nous sommes en train de commémorer l'indépendance de notre pays, la RDC, que j'aime beaucoup. C'est mon pays que j'aime beaucoup, mais ça a été le début d'une nouvelle histoire avec notre pays, je crois. En fait, si je veux parler du Congo, je vais quand même un peu m'élargir, parce que j'ai réfléchi aussi sur ça. En fait, le Congo, son problème, c'est l'âme du Congo qui est un problème. L'hôtel qui a été érigé pendant beaucoup de temps par nos ancêtres, qui est devenu un problème aujourd'hui pour le Congo. Quand nous regardons les autres pays tels que le Canada, les États-Unis et même la Chine, ils se sont développés après des siècles. Si je peux prendre l'exemple même des Juifs, à un certain moment avec Hitler, ils ont eu des très sérieux problèmes. Dans le monde entier, on les mettait dans des camps de concentration, on pouvait les tuer, alors qu'ils avaient une promesse. Alors ils ont passé des temps difficiles. Moi, je crois aussi pour le Congo, c'est la même chose. Nous avons beaucoup de promesses par rapport à ce pays. Et moi, je crois que ce dont le pays a réellement besoin maintenant, parce que dans le secret avec le Seigneur, quelque chose est en train de se faire. C'est-à-dire Dieu est en train en fait de prendre en charge l'âme du Congo qui a été détruite pendant longtemps et ça demande que les bâtisseurs se lèvent. Si je parle des bâtisseurs, il y a plusieurs sortes de bâtisseurs. Il y a les hommes politiques, il y a les églises. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises en RDC. Ce n'est pas à se plaindre, mais c'est par rapport à un réveil que Dieu est en train de faire parce que l'autel qui a été érigé pour le Congo a été tellement puissant qu'il faut beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent se mettre ensemble afin de détruire cet autel. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui vont dans les stades prier pour le pays. Moi, je me rappelle même à la génération Joël, nous étions partis à la source de notre fleuve et nous avons assaini avec l'onction d'huile.
mais ça a eu des répercussions terribles même sur la génération Joël. Il y a des gens qui en sont morts, c'est-à-dire nous sommes en train de bâtir en fait notre pays en larmes, mais en espérant qu'avec ces prières que nous sommes en train de faire, quelque chose se fera. Aucun pays n'a été peut-être développé seulement par rapport à la prière, mais la prière a un impact très spirituel pour que ce soit une base ou une fondation ou un fondement sur lequel un pays peut se développer. Les politiciens vont faire avec leur, je crois que la justice élève une nation et le péché fait la honte du peuple. C'est-à-dire aux côtés des politiciens, nous allons leur demander seulement de faire justice par rapport au rôle qu'ils doivent faire dans ce pays. Mais par rapport à l'Église, nous continuerons toujours à prier parce que plus nous prions, plus nous allons mettre le pays dans un fondement nécessaire pour que le Seigneur puisse bâtir complètement ce pays. C'est un beau et vaste pays. J'ai eu la grâce de circuler partout presque au Congo, dans beaucoup de provinces, et j'ai constaté que le pays est très riche et cette richesse a été basée sur des hôtels que nous devons détruire au travers les prières, et c'est l'âme du Congo qui est un problème. C'est un regret immense que nous soyons classés parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Au regard de toutes les ressources que nous avons, à un moment donné, nous nous disons que nous sommes nous-mêmes Congolais à la base de cette mauvaise gouvernance qui ne bénéficie pas jusqu'alors aux citoyens congolais. Un pays comme la RDC, je crois que, loin de moi l'orgueil, nous devrions être classés parmi les pays le mieux sécurisés sur le plan social. Et voilà, parce que nous avons sincèrement des ressources innombrables qui jusqu'ici ne bénéficient aucunement au peuple congolais. Mais je suis et reste confiant que cette fois-ci, avec la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous pensons que cette question sera répondue de la plus belle manière pour donner pour la première fois la joie au peuple congolais qui a tant souffert. Chaque année, nous avons des problèmes. C'est vrai, nous avons une économie totalement extravertie. Nous importons quasiment tout pour ne rien peut-être exporter. Et ce que nous exportons, c'est en état brut. C'est d'ailleurs des ressources minérales. Donc je suis quand même attristé de constater que pendant plusieurs régimes, pendant plusieurs temps, nous avions été incapables d'assumer cette responsabilité. Nous accompagnons le chef de l'État cette fois-ci, nous lui accordons un soutien azimut pour que sa vision se matérialise effectivement et que ça sert de leçon à ceux qui viendront après pour continuer sur le même chemin, déstabiliser la vie sociale des Congolais et aussi de sécuriser les territoires nationaux parce que la sécurité des populations et de leurs biens doit constituer également un cheval de bataille pour le gouvernement. Et les provinces, certaines provinces ne sont pas reliées par les voies routières. Donc je voudrais que ici, les chefs de l'État s'impliquent aussi dans la construction des routes qui vont d'abord faire en sorte que nos compatriotes qui sont à l'intérieur ou encore dans le fin fond puissent et très souvent qui ravitaillent les grands centres, puissent avoir des routes praticables et cheminer leurs produits agricoles dans de bonnes conditions. Si vraiment les Lumumba, les Kasavubu étaient corruptibles, le Congo n'allait pas arracher l'indépendance. Je suis en train de voir comment le Congo est en train de réaliser beaucoup de diplômes par an. Mais ces diplômes universitaires, pour nous, posent problème. Parce que c'est question d'homme. Nous sommes en train de chercher
les hommes en RDC. Nous, en tant que de droits de l'homme, nous cherchons les hommes avec une torche par rapport à la corruption. La corruption en RDC, c'est un mode de vie. Il y a des Congolais qui sont en train de vivre, de s'habiller en corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la corruption? C'est le problème de l'État congolais. Il faut qu'on arrive à légiférer de lois avec des dispositions rigoureuses pour mettre fin à la corruption. Prenons le cas des viols. Nous avons salué depuis 2006-2009, on a légiféré de lois pour combattre les viols. Vous avez senti que quand on a commencé à réprimer les violeurs, le taux des viols a sensiblement diminué. Maintenant, pour les corrupteurs et les corrompus, qu'est-ce que nous nous proposons? Des lois, une disposition pour sanctionner et les corrupteurs et les corrompus. Prenons le cas. Le jour qu'on va commencer à primer les dénonciateurs, c'est-à-dire ceux qui dénoncent la corruption, on commence à les primer, à donner des primes. Je crois que ça sera un départ pour la République. Nous devons aller à l'école de la conscience nationale, de la rééducation de la nationalité, de ce que nous avons appelé la congolité, ce que les autres ont dit des pères et des mères. Il ne suffit pas d'être des pères et des mères, mais il faut penser qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que les Congolais gagnent dans tout ce que nous faisons? Nous allons vous donner un exemple le plus parlant. Si nous nous référons aux élections passées, je ne pense pas qu'avant, à l'époque de Lumumba, à l'époque de Mobutu, nous vivions des histoires que nous vivons. Quelqu'un qui est lui-même, il est candidat à député national, il est lui-même candidat à député provincial, il est lui-même candidat sénateur, il est lui-même candidat gouverneur, il est lui-même candidat commissaire des gens. Mais là, ça ne va pas. Là, nous sommes en train de faire une culture en dehors de la culture que nous avons héritée, n'est-ce pas, de ceux qui ont milité pour l'indépendance. Nous dirons donc même que nous ne sommes pas en train de suivre les chemins de Lumumba, nous ne sommes pas en train de suivre les chemins même de Mobutu qui a voulu casser que les Congo ou l'homme zaïrois, lui parler des Zaïrois, s'autofinance, se retrouve lui-même, qu'il prédestine au pays. Nous ne sommes pas en train même de suivre, d'embattre les pas de M. Laurent Kabila. Donc c'est quand même un regret de voir que l'homme congolais ne se remet pas en cause. À mon avis, il faut que les politiciens congolais se remettent en cause. Il faut qu'ils se remettent en cause, qu'ils sachent qu'il est là pour les Congos et pour les Congolais. Lumumba l'avait déjà dit avec les politiciens de ces temps-là. Les Gizenga, les Moulés qui ont déjà pris les armes et les Tchombe et consorts l'avaient déjà dit. L'intégrité territoriale du Congo, le Congo au Congolais. Et l'indépendance en soi que les Belges nous ont léguée, c'était une indépendance triquée où ils sont restés maîtres sur le terrain de jeu. L'indépendance économique, la dépendance économique était entre leurs mains. Tout celui qui voulait oser réveiller la conscience des Congolais ou Zaïrois à l'époque devait être touché. Aujourd'hui, au moins, nous sommes fiers de ces sursauts d'orgueil pour retrouver la vraie indépendance. Congo aux Congolais. L'indépendance, oui, on avait eu l'indépendance politique, mais nous étions toujours ligotés par ces gens-là qui nous avaient donné d'abord la première constitution, qui ne pouvaient pas favoriser un bon climat de travail. Et quand Mobutu est arrivé, et c'est toujours eux qui ont organisé le coup d'État pour vouloir étouffer la volonté de Kasavubu pour assurer l'indépendance de la RDC. Et quand Mobutu est arrivé au commencement, ils lui ont laissé travailler. Quand Mobutu venait avec les sursauts d'orgueil
pour acquérir l'indépendance politique et l'indépendance économique, on a fait de lui un souverainiste. Et c'est à cause de ça qu'on l'a éliminé. L'information est un élément important dans la définition d'une politique sécuritaire au travers des services de renseignement bien équipés, bien formés. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe à l'Est, eh ben, on a du mal, n'est-ce pas, à s'en sortir dans la mesure où il y a, si vous voulez bien, un complot, que ce soit ou une mauvaise foi ou une mauvaise volonté de la part des acteurs régionaux qui ne veulent pas s'inscrire dans la feuille de route de Luanda ou dans le pourparler de Nairobi. Et il est plus qu'urgent que la RDC d'abord compte sur elle-même, compte sur ses armées, compte sur son peuple pour en découdre avec cette rébellion. Et de ne pas penser que c'est l'extérieur, c'est l'EAC ou c'est la SADC qui viendra rétablir la paix, sinon ce serait en train de se tromper. Il est vrai qu'en tant que partenaire, la SADC, EAC, CIRGL peuvent apporter des soutiens, mais ces soutiens auront de l'impact par rapport au travail qui sera fait au niveau interne. Voilà pourquoi il est important, face à cette question de l'Est, il est important d'engager, n'est-ce pas, des réformes d'abord au niveau de l'armée pour avoir ce qu'on appelle une armée républicaine capable de sécuriser les frontières congolaises. Mais aussi au-delà de ça, il est important autour de cette question de l'Est de consolider les efforts pour promouvoir le vivre ensemble et l'unité nationale par rapport à cette question. Et enfin, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, face à cette insécurité, à cette instabilité à l'Est, il y a lieu que la RDC, puisque nous avons parlé diplomatie, faire, n'est-ce pas, un parallélisme entre diplomatie et question sécurité pour se choisir des alliés stratégiques qui vont l'accompagner. Aujourd'hui, l'Ukraine tient face à la Russie grâce à ses alliés stratégiques, les États-Unis, la France et l'OTAN de façon générale. Et aujourd'hui, la RDC aussi, face à cette insécurité, à cette instabilité, à cette rébellion, et la RDC a besoin de se choisir des alliés stratégiques, mais en comptant sur ses armées et en comptant sur l'unité nationale et sur le vivre ensemble, mais surtout, n'est-ce pas, en comptant sur ce que je parle ici de la réorganisation au niveau interne. Autant d'éléments qui peuvent être mis en exergue pour aider à ce que plus de 64 ans après l'indépendance, que ce soit sur le plan politique, sur le plan diplomatique ou sur le plan sécuritaire, la RDC peut s'en sortir et être maître de son destin sécuritaire et être cet État à la dimension, n'est-ce pas, de tout ce qu'elle a comme potentialité d'un État puissant, mais qui malheureusement reste un géant au pied d'argile. Moi, je crois qu'il faut un déclic personnel, surtout de la classe politique qui a la direction des affaires actuellement. Il faut un déclic. Je parlais l'autre fois qu'il faut d'ailleurs une table ronde des Congolais, qu'ils se posent des questions. Pourquoi? Il y a même un sénateur que je peux évoquer si j'étais le nom. Il a dit en Swahili, Wakongomani nane arituloka. Parce que quand vous suivez le président de la République, je cite ici Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a dit dès l'entrée de jeu, un contraste, un Congo richement béni avec de grandes potentialités, mais un Congo qui est pauvre. Alors à ce moment-là, il y a lieu de se demander, il y a lieu de se questionner. Pourquoi nous décidons qu'à ce que nous soyons pauvres dans un pays extrêmement riche? C'est à nous, c'est aux Congolais de se, n'est-ce pas, c'est aux Congolais de décider de l'avenir de leur pays. C'est aux Congolais de décider de l'avenir de leur pays, de notre pays, de l'avenir du développement durable, hein, que nous, les enseignements se donnent bien. Il y a de quoi espérer que le Congo va se donner, parce que nous avons une jeunesse aguerrie, nous avons une jeunesse qui se donne au développement. Mais il faut au moins qu'il y ait une remise en question de l'homme politique qui gère le Congo, afin que le Congo prenne maintenant l'envol et qu'il prenne sa place de choix à la destinée de l'Afrique. Comme Franck Fanon avait dit, le Congo a la forme d'un revolver,
dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et il est temps de déclencher ces gâchettes-là. Le message particulier va peut-être plus concerner le jeune et ça doit nous rappeler que ceux qui nous ont légué cette historique indépendance étaient des jeunes comme nous. Ils ont fait leur part, ils ont donné à la République démocratique du Congo l'indépendance au sacrifice suprême bien sûr. Et aujourd'hui, c'est à nous maintenant de matérialiser leur vision. Et cette vision, c'est l'affaire de nous, la nouvelle classe politique, nous, la jeunesse. Et je demanderai à tous les partis et regroupements politiques, à toutes les associations qui regroupent ou encadrent les jeunes, de bien suivre de près leurs jeunes, de les accompagner dans leurs entreprises, de les accompagner dans leurs entrepreneuriats, parce que nous avons besoin d'une jeunesse totalement cultivée, nous avons besoin d'une jeunesse totalement capable dans tous les domaines de se distinguer et de donner la valeur de la République. Cette valeur que cherchait Patrice Emery Lumumba, cette valeur que cherchait Laurent Désiré Kabila et tous les autres héros qui ont œuvré à l'acquisition de notre totale indépendance. Donc pour moi, c'est un message plus qui concerne la jeunesse. Il est grand temps que nous puissions prendre notre destin à main. Il n'y a personne en dehors de la jeunesse congolaise qui viendra redorer l'image de notre pays longtemps terni. La définition de la politique étrangère devrait tenir compte de ces fils conducteurs. Aujourd'hui, même si c'est un opposant qui est arrivé au pouvoir ou quelqu'un de la majorité, il y a des dossiers cruciaux sur lesquels le pays ne peut pas s'en passer. Les États-Unis, la France le fait, que ce soit un démocrate ou un républicain, quand il arrive, eh ben, les questions idoines comme celles du nucléaire ou des réchauffements climatiques ont des prépondérances par rapport, n'est-ce pas, à tel ou tel pays. Je crois qu'il y a lieu, voilà pourquoi j'ai parlé de mener des réflexions profondes par rapport d'abord à ce qu'on se voit, un État souverain au centre de l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons au niveau de l'Afrique et qu'est-ce que nous voulons au niveau international? Une chose est de souhaiter être un État puissant ou émergent au niveau africain ou international, mais on doit aussi mettre en place les cartes, les moyens pour permettre à ce qu'on joue le rôle dont on veut. Et je pense que les régimes peuvent se succéder, mais une ligne maîtresse, une ligne conductrice de la définition de la politique étrangère devrait demeurer, bien que changeant, mais devrait intégrer les éléments importants pour qu'on ne soit pas, si vous voulez bien, victime de la définition d'une politique qu'on aura définie. Nous avons les potentialités, très chers jeunes. Nous avons les potentialités nécessaires, les capacités nécessaires d'honorer le pays, de le construire, de le reconstruire, de le redorer et surtout de l'éliminer pour que ce pays éclaire non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Nous avons les ressources nécessaires, nous avons les moyens nécessaires. Engageons-nous, n'ayons plus peur de la politique, car c'est le seul moyen, la seule voie par laquelle nous allons délivrer notre pays et nous allons redonner la force à notre existence, parce que nous devons laisser les empreintes, non seulement en faveur de la future génération, mais aussi en faveur de tous ceux qui croient en nous, de tous ceux qui nous soutiennent, de tous ceux qui veulent nous voir réussir et donner la plus belle robe d'antan à la République démocratique du Congo, notre pays. Réveillez-vous, chers jeunes, nous sommes à mesure de reprendre le rêve de Patrice Emery Lumumba et nous sommes capables de le matérialiser, de le réaliser parce qu'il a fait sa part. Faisons aussi la nôtre avant de demander à la future génération d'en faire la leur. De la politique, c'est-à-dire ils ont leur rôle à faire. En tant qu'Église, c'est difficile de dissocier les deux. Je crois dans les temps anciens, à l'époque, il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes qui travaillaient ensemble. Aujourd'hui, avec la politique du Congo, moi je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs politiciens, même à la tête de notre pays.
notre président a dédié le pays à Dieu. C'est quelque chose peut-être qui a été un acte bénin, mais très profond dans le monde spirituel. C'est-à-dire quand il a dédié notre pays à Dieu, quelque chose a commencé à se faire. C'est vrai, nous n'allons pas le voir directement changer le Congo, mais par les prières, sûrement quelque chose est en train de se passer. Et un jour, si ce n'est pas nous, peut-être nos enfants ou peut-être les enfants de nos enfants vont vivre les fruits de ces prières que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les bâtisseurs du pays, entre autres tous les hommes de réveil, tous les protestants, toutes les églises qui se lèvent en faveur de notre pays, de ne pas se décourager, de continuer à prier parce qu'en priant, sûrement quelque chose est en train de se passer. Donc nous ne devons pas nous décourager, continuons à nous lever, à prier pour notre pays, à détruire les hôtels, à ranger cette âme qui a été détruite pendant longtemps. Je vais vous donner l'exemple même du Rwanda. Si aujourd'hui on a un problème avec notre pays, ça fait 30 ans, en fait, jour pour jour que le Rwanda a envahi le pays. C'est comme si c'était hier. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont eu une politique dans leur part pour comprendre comment envahir notre pays. Si de notre côté aussi, les politiciens peuvent mettre en marche certaines idées pour qu'à notre côté aussi, nous puissions reconstruire ce beau et grand pays. Et j'ai l'espérance que ce pays, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est notre héritage, c'est notre possession. Et nous allons entrer dans notre destinée et nous allons jouir des fruits de ce pays.